Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour le mercredi bien-être, je fais une capsule en français. Donc, je reprends les propos de Dr. Kimali qui a abordé l'estime de soi en février dernier. Si vous voulez voir la capsule en anglais, elle est disponible bien évidemment sur la page Facebook. Mais pour aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi en français. Donc, tout d'abord, voici le plan de la présentation. Donc, on va commencer par définir ce qu'est l'estime de soi. On va parler de l'estime de soi négative, de l'estime de soi positive. Puis finalement, on va terminer la présentation par certaines stratégies pour trouver comment améliorer l'estime de soi. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Brièvement, c'est la manière de se percevoir, c'est la valeur qu'on s'accorde et l'appréciation qu'on a de nous. C'est important de savoir que l'estime de soi fluctue et évolue au courant du développement. Donc, il y a différents facteurs qui vont influencer le développement ou le maintien de l'estime de soi au courant de la vie. Donc, il y a différents facteurs, comme je vous mentionne, qui influencent le développement de l'estime de soi. Tout d'abord, évidemment, là, quand on est très jeune à l'enfance, ce sont principalement les parents qui vont donner de la rétroaction sur ce qu'on est. Donc, les adultes qui nous entourent aussi, qui vont nous permettre de se sentir aimés, qui vont nous permettre de sentir qu'on a le droit d'être respecté, qu'on a le droit d'être considéré, etc. Quand on arrive à l'école, ce sont les enseignants qui sont les principales sources de rétroaction qu'on va recevoir. Donc, par leur regard, par la réponse à nos comportements, par aussi les propos qu'ils vont avoir dans les réunions avec les parents, sont tous des éléments qui vont influencer le développement de notre estime de soi. À l'adolescence, évidemment, on sait bien que les jeunes vont avoir tendance à se séparer un peu plus de leurs parents et à accorder plus d'importance à leurs amis ou à leurs amoureux ou amoureuses. Donc, les pères vont avoir une grande influence à cette période développementale-là. Donc, en fonction de comment ça se passe avec leurs amis ou avec leurs amoureux, les adolescents vont avoir une influence là, sur comment ils se perçoivent eux-mêmes et sur leur estime de soi. À l'âge adulte, évidemment, c'est tout ce qui précède, mais c'est aussi les collègues de travail, la famille, la communauté et bien évidemment, de plus en plus, là, les médias sociaux vont prendre de la place. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des messages qu'on reçoit de différentes personnes, de différentes sphères de notre vie qui vont influencer ce qu'on pense de ce qu'on est présentement, mais aussi ce qu'on devrait être. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre la personne que nous sommes ou comment on se perçoit dans la réalité présente et ce qu'on voudrait être dans le futur. C'est aussi important de se rappeler que c'est à nous de décider ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas ou euh, de retenir ou de laisser aller des messages qu'on reçoit des différentes personnes qui nous influencent dans notre développement. Donc, l'estime de soi se divise en deux sous-concepts. Donc, il y a l'estime de soi globale et l'estime de soi spécifique. Donc, l'estime de soi globale, c'est vraiment comment on se perçoit en tant qu'humain, globalement, incluant nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Donc, c'est vraiment d'être capable de dire que chaque personne apporte quelque chose en étant elle-même. Chaque personne est digne d'être aimée, est digne d'être respectée, etc. Pour ce qui est de l'estime de soi spécifique, c'est vraiment plus précis. Donc, par exemple, si j'étais quelqu'un de très artistique, qui avait des talents, par exemple, en art, je pourrais dire, OK, mais j'ai une estime de soi positive où je me perçois comme étant une personne qui a de la valeur quand je fais de l'art, par exemple. Je pourrais aussi dire, ouf, moi, je suis pas quelqu'un de très sportif, donc j'aurais une estime de soi un peu plus faible, donc je me sens un peu moins compétente quand je suis dans un domaine sportif. Ce qui est important de souligner, c'est que chaque domaine, même si, par exemple, je dis dans les sports, je ne suis pas très bonne en général, je suis capable de trouver un élément ou des éléments que je suis capable de bien faire. Par exemple, je pourrais dire en natation,
c'est pas ma force, mais je cours très rapidement ou je suis capable de jouer au badminton avec mes amis. Donc tout le monde a des forces dans différents domaines quand on les fragmente, puis on prend le temps de vraiment regarder, toutes les options possibles. Donc évidemment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'estime de soi, tant globale que spécifique, va fluctuer et c'est normal. Ce qu'on souhaite éviter, c'est, d'avoir des fluctuations extrêmes. Donc, par exemple, quelqu'un qui, va faire un bon coup ou qui va avoir un comportement qu'il, dit qui est adéquat, va avoir une estime de soi, d'elle-même, haute ou, saine, jusqu'à temps que cette personne-là fasse une erreur et là, l'estime de soi va être très négative et cette personne-là va se percevoir comme étant, pas bonne, va avoir des pensées négatives à son égard et cetera. Donc ce qu'on souhaite quand on a une estime de soi saine, c'est qu'elle fluctue, mais un petit peu. Donc on veut vraiment pas tomber dans les extrêmes. Maintenant, on va parler de l'estime de soi négative. Donc, il y a plusieurs facteurs qui contribuent au fait de présenter une estime de soi négative. Je vais vous en nommer quelques-uns. Les 2 premiers, c'est, les messages négatifs et l'absence de perception nuancée. Donc, ils viennent un peu ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on reçoit un message négatif, ça se peut qu'on ait tendance à, le prendre pour acquis ou, considérer le message comme étant vrai sans nécessairement, nuancer les propos ou voir qu'il y a une zone de gris, dans les propos qui ont été, énoncés à notre égard. Donc, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui, termine une relation amoureuse, hem, la personne pourrait avoir une perception nuancée en disant, heu: «Les personnes qui étaient dans la relation n'étaient pas compatibles, nos forces et nos faiblesses ne se complétaient pas, hem, chacun avait leur tort et le fait que je termine ma relation va me permettre de peut-être trouver quelqu'un qui est plus compatible et que la relation va être, meilleure dans le futur». Cette personne-là qui ne serait pas capable d'avoir cette perception nuancée-là pourrait avoir un message négatif et se dire: «Je suis pas capable d'être aimée». Évidemment, on tombe dans l'extrême, mais c'est un exemple pour montrer que, hem, le fait de ne pas avoir une perception nuancée ou de voir la zone de gris, ça peut contribuer au fait d'avoir une estime de soi négative. Un autre exemple, c'est, par exemple, un élève qui, a de la difficulté à un examen. Il peut retirer, un message négatif de cette expérience-là, donc se dire qu'il est stupide plutôt que se dire qu'il a de la difficulté, dans une certaine compétence ou que, l'examen a évalué, quelque chose qu'il a mal compris et qu'il devra davantage travailler. Donc c'est vraiment, qui va retirer un message négatif de la situation qui est plus difficile. D'autres facteurs contributifs, donc il y a la crainte de faire une erreur, un haut niveau de perfectionnisme et le fait de prioriser les besoins des autres. Donc, la crainte de faire une erreur, c'est assez simple, c'est quand quelqu'un a une tendance à avoir des pensées négatives ou se sentir mal envers lui-même quand il fait des erreurs ou il adopte des comportements dont il n'est pas fier. Juste le fait de penser à l'attitude qu'il va avoir envers lui-même s'il fait une erreur, va contribuer, hem, au fait d'avoir une estime de soi négative. Le deuxième facteur sur la diapo, c'est le haut niveau de perfectionnisme. Donc, les gens qui vont, s'accorder de la valeur uniquement si, ils sont parfaits ou parfaites, ça va créer, une pression immense et aussi, contribuer au fait d'avoir une estime de soi négative parce que dès que la personne va commettre une erreur ou, va avoir des comportements qui ne sont pas satisfaits, ben, ils vont, se percevoir comme étant, une mauvaise personne ou incapable et avoir des pensées, négatives. Le dernier facteur, contributif, c'est le fait de prioriser, les besoins des autres. Donc évidemment, l'estime de soi, ça implique le fait de considérer les besoins des autres. C'est, une belle qualité d'être capable, de faire ça, mais il faut faire attention à quel point. Donc, ce qu'on va essayer de viser, c'est d'avoir des situations un pour un, donc les personnes dans les relations vont donner des 2 côtés, vont répondre aux besoins, l'un de l'autre,
de manière équivalente et ne tenteront pas de plaire à l'autre coûte que coûte. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir prioriser les besoins de quelqu'un d'autre à leurs dépens parce qu'ils ne voudront pas les perdre. Et ça, c'est ce qu'on souhaite éviter pour éviter d'avoir une estime de soi négative. Maintenant, pour ce qui est de l'estime de soi positive, donc, euh, c'est principalement d'être capable quand on a une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou qu'on fait une erreur ou qu'on pose des actions, des comportements dont on n'est pas satisfait, c'est d'arriver à garder une bonne impression de nous-mêmes et de percevoir ça comme étant une occasion d'apprendre, de grandir, euh, de persévérer plutôt que d'en retirer des messages négatifs. Donc, avoir une estime de soi positive, ça permet d'être curieux, ça permet de faire des erreurs, ça permet de faire confiance à son jugement, ça augmente le sentiment de confiance en soi et ça permet de percevoir les humains comme étant égaux dans leurs valeurs. Donc, que chaque humain a quelque chose à apporter, chaque humain a un ensemble de forces et de faiblesses euh, qu'ils qu'ils vont mettre de l'avant et que chaque personne est égale dans leurs différences. Il faut faire attention aux comparaisons. On va y revenir un peu plus loin, mais les comparaisons vont faire fluctuer l'estime de soi. Donc, généralement, par exemple, quand on va se comparer à quelqu'un, lundi, je vais me comparer à monsieur X ou madame Y et je vais trouver que je suis mieux que madame X et monsieur Y. Après, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais vous comprenez. Donc, je vais me percevoir mieux que les personnes à qui je me suis comparée lundi. Puis, mardi, je vais me comparer aux mêmes personnes, puis mon impression va changer et je vais me sentir moins bon qu'eux. Et ça va faire en sorte que l'estime de soi va fluctuer assez rapidement. Comme j'ai dit tout à l'heure, une estime de soi saine, ça fluctue moins. Il faut vraiment voir en se comparant que chaque personne a des forces et des faiblesses différentes. Donc, d'être capable de dire que Madame X est bonne en art, mais moi, je suis bonne en sport ou l'inverse. Donc, c'est vraiment d'être capable de voir les humains comme étant égaux dans leurs valeurs. Donc, on sait que l'estime de soi négative, on en a parlé tout à l'heure, est associée à la dépression et à l'anxiété. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des associations positives. Donc, une estime de soi positive ou haute est associée à un plus haut sentiment de bonheur, c'est associé à une meilleure performance, à une meilleure réussite au travail et à des relations sociales plus satisfaisantes. Donc, c'est bien attention, il faut faire bien attention ici, pardon, j'ai parlé d'association, donc pas de lien de causalité. Dans les années 80-90, les experts disaient que l'estime de soi, c'était à l'origine de toutes les difficultés de santé mentale. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était augmenter l'estime de soi et que tous les problèmes de santé mentale qui en découlaient allaient être réglés. Évidemment, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple que ça. Donc, oui, l'estime de soi est associée, l'estime de soi négative est associée à des difficultés, l'estime de soi positive est associée à bon, des relations sociales positives, une performance meilleure, un sentiment de bonheur plus élevé, tout ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est plus une question d'œuf ou de la poule. Donc, on ne sait pas si c'est l'estime de soi qui est plus élevée, qui permet bon, d'avoir des relations sociales plus satisfaisantes, la réussite au travail, une performance meilleure, un sentiment de bonheur plus élevé, ou à l'inverse, le fait, par exemple, d'avoir des relations sociales satisfaisantes, de vivre des réussites au travail, d'avoir un sentiment de bonheur plus facile, ça pourrait augmenter l'estime de soi. Donc, il y a vraiment la conception de l'œuf ou de la poule là, qui est remise en question. Ce qu'on voit, c'est que l'estime de soi, c'est important de la travailler et c'est tout aussi important de travailler le fait d'avoir un mode de vie sain, une hygiène de vie qui est adéquate. Maintenant, pour la dernière partie de la présentation, donc, je vais parler des stratégies pour améliorer l'estime de soi. Donc, la première stratégie, c'est d'apprendre à se connaître. Donc,
C'est difficile de s'apprécier soi-même si on ne se connaît pas très bien. Le fait de connaître ses forces, ça permet de les exploiter pour les développer. Ça permet de s'apprécier et aussi de s'accepter dans ce qu'on est. C'est aussi important d'identifier les faiblesses parce que ça permet de les travailler. Par contre, si on regarde là, les techniques de psychologie positive, on va essayer d'aller miser sur nos forces pour justement les exploiter davantage. Il y a un test qui est intéressant de faire, c'est un test en anglais par contre, mais je vous ai mis le lien là, au bas de la diapo, c'est le test VIA. Donc, c'est vraiment un test qui permet de déterminer c'est quoi vos forces de caractère les plus dominantes. C'est vraiment pour déterminer vos aptitudes et les choses en vous que vous possédez qui serait comme une bonne idée de véhiculer ou de mettre de l'avant. Donc, il y a toutes sortes de catégories. Là, par exemple, il y a le courage, la créativité, l'honnêteté, le désir d'apprendre. Il y a plein de catégories. Donc, je vous invite à faire le test si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. La deuxième stratégie pour augmenter son estime de soi, c'est de trouver sa place. Donc, Dr. Kumali, dans son vidéo, utilise une analogie de la rose dans un jardin de tulipes. Donc, un individu qui serait une rose dans ce cas-ci pourrait se retrouver dans un jardin de tulipes, donc par exemple dans une équipe de travail qui est très différente de la personne, qui pourrait se sentir mal, se sentir inadéquat, se sentir déséquilibré dans son environnement et serait dans une situation qui ne lui permet pas nécessairement d'être soi-même. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on aurait dit, c'est qu'il faudrait une autre rose pour apprécier la beauté et les caractéristiques de la première rose. Donc, il y a une des façons de faire pour trouver sa place, c'est de s'associer à des personnes qui sont similaires à soi. Dans certains cas, c'est la meilleure façon de manifester le meilleur de soi-même. Dans d'autres cas, la rose va être très heureuse parmi les tulipes, donc quelqu'un qui va être avec des gens très différents peuvent arriver au meilleur de soi-même, donc à être stimulé, à être apprécié et valorisé parmi les tulipes. Mais l'important, c'est justement de trouver un milieu qui nous permet d'être en équilibre, euh, dans lequel on est apprécié, valorisé. Et pour faire ça, ben, il faut se connaître et trouver sa place. La troisième stratégie, c'est d'être doux envers soi-même. Donc, il y a deux façons de faire. Il y a en utilisant l'autocompassion ou en utilisant l'autobienveillance. Donc, l'autocompassion, c'est vraiment de reconnaître ce qu'on ressent, ce que vous ressentez. Reconnaître ses émotions quand on vit des émotions négatives, par exemple, et se rappeler que tout le monde souffre, tout le monde a des faiblesses, tout le monde vit des émotions négatives et que c'est normal et que c'est correct d'en vivre. Donc, c'est vraiment d'essayer de se réconforter, de s'apporter de la douceur dans le quotidien. Et l'autocompassion, c'est vraiment associé à la proactivité. Donc, quand on vit des sentiments négatifs parce qu'on a fait une erreur ou on a vécu une situation qui était insatisfaisante pour nous, c'est important de se rappeler que c'est parce qu'on s'est mis en action, on a pris un risque et on a essayé de faire quelque chose qu'on en est arrivé là. Donc, c'est vraiment important de se renforcer, de se dire que quand on fait rien, c'est impossible de faire des erreurs. Donc, c'est normal d'en faire de temps en temps et que ça nous permet évidemment de grandir et d'apprendre. Pour ce qui est de l'auto-bienveillance, quand on vit des situations où on se sent déprimé, par exemple, c'est de se rappeler que c'est correct. Évidemment, comme j'ai dit, c'est normal de vivre des émotions négatives, euh, mais l'auto-bienveillance, c'est vraiment de poser des actions qui sont bonnes pour nous dans ces moments-là et de faire des activités là, qui aident à se faire sentir bien. Il faut faire attention ici, quand je dis poser des actions qui nous font sentir bien, c'est évidemment pas de manger du McDonald's 8 fois dans la même journée. On essaie de faire des actions qui sont bonnes pour nous, donc qui vont nous faire sentir mieux et qui vont nous permettre d'aller vers l'avant à partir de là. La stratégie numéro 4, c'est de diminuer l'utilisation des médias sociaux. Donc, quand on utilise les médias sociaux, souvent, on va avoir tendance à se comparer
de manière irréaliste. Donc, par exemple, quand on regarde la vie des autres sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, on voit le point culminant de la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est difficile de se comparer de manière égale quand on compare notre quotidien qui peut être assez banal au meilleur moment de la semaine, du mois ou même de l'année de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut vraiment créer là, des difficultés au plan de l'estime de soi. Donc, diminuer l'utilisation des médias sociaux, ça peut favoriser là, l'estime de soi plus positive. Par exemple, comme comparaison irréaliste, je pourrais dire oh mon Dieu, cette dame-là, sa maison est tellement toujours propre, elle a tout le temps l'air organisée et moi, je suis même pas capable de finir mon travail de session. Donc, la comparaison serait irréaliste parce qu'on compare la propreté d'une maison avec la performance au travail ou à l'école, par exemple. On compare vraiment des pommes à des oranges, donc c'est irréaliste. Dans certains cas, on peut avoir des comparaisons qui sont positives, qui sont encourageantes. Donc, par exemple, dans une équipe de travail, si on se compare puis on voit que notre collègue a fait un bon coup, d'être capable de reconnaître que cette personne-là a fait un bon coup, elle a des forces, mais sans se sentir invalidée ou sentir qu'on ne contribue pas à notre manière à l'équipe. Donc, être capable de dire, OK, mon collègue a fait un bon coup, mais moi aussi, je contribue à l'équipe et c'est ce qui fait notre force. Donc, dans ce cas-là, ça peut être positif. Un autre exemple, c'est par exemple quelqu'un qui fait du sport et qui va regarder un athlète ou quelqu'un qui est rendu à un niveau beaucoup plus élevé. Peut-être que le fait de voir la performance de cette personne-là va inspirer quelqu'un qui commence à pratiquer ce sport-là, à pratiquer davantage pour se rendre au niveau de l'athlète en question. Donc, ça va être plus une source d'inspiration qu'une source de stress ou de pensées négatives. Donc voilà, c'est déjà tout. J'espère que la présentation a été intéressante et qu'elle a pu aider certains ou certaines d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que c'est possible. Donc, merci et passez une super belle journée.